carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à Canal Académie. Nous vous proposons une note gourmande et gastronomique pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Oui, Rousseau aimait se mettre à table et c'était même un fin gourmet. C'est Jean-Marc Vasseur, historien et directeur culturel de l'abbaye de Chailly, qui nous présente son assiette, l'assiette de Rousseau. Déjà, Jean-Marc Vasseur nous avait présenté les chemins de traverse de Rousseau, mais aujourd'hui, il évoque son dernier ouvrage, intitulé L'assiette de Jean-Jacques Rousseau, les plaisirs de la table au temps des Lumières. Et c'est un ouvrage édité par La Lettre Active et préfacé par Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut et conservateur de l'abbaye de Chailly. Jean-Marc Vasseur, bonjour. Bonjour. Infatigable chercheur et découvreur, vous vous êtes intéressé cette année Rousseau à tous les aspects de la vie et de la pensée du philosophe et vous n'avez pas oublié les plaisirs du goût puisque dans votre livre, vous parlez de Rousseau dans la vie quotidienne, ce qu'il apprécie à table, ce qu'il offre à ses commensaux. Vous évoquez aussi la diététique selon la Nouvelle Héloïse et l'Émile. Et puis, plus ludique encore, vous parlez des produits que Jean-Jacques Rousseau a évoqués à la fois dans sa vie et dans son œuvre. Et vous avez repris les recettes de la littérature du XVIIIe et vous avez un peu concocté des recettes proposées et elles réellement concoctées par des chefs restaurateurs, des chefs cuisiniers qui sont dans l'Oise et qui proposent des menus à la Rousseau. Et si Rousseau venait à table? Effectivement, c'était le challenge. On va partir un petit peu par la fin de notre propos, mais ça a été un challenge d'essayer de rencontrer ces grands chefs qui sont des véritables artistes et de leur proposer donc à travers des mini-cycles de conférences une approche de la cuisine du XVIIIe à travers évidemment les perceptions de Jean-Jacques. Alors votre livre, c'est un travail de bénédictin rousseauiste passionné. J'imagine. Oui, d'autant plus que mon travail se situe dans le cadre de mon activité dans une abbaye cistercienne. Bon, la règle de Saint-Benoît, évidemment, a été revisitée. C'est un travail donc de recherche à travers, bien sûr, les témoignages des personnes qui ont rencontré Rousseau et qui ont parlé évidemment de son appétit et de son goût, entre autres pour le vin, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui surprend bien sûr l'auditeur en général, c'est de savoir que Rousseau n'est pas du tout ce personnage rébarbatif au quotidien, même si il paraît extrêmement guindé dans son costume de théoricien. C'est aussi quelqu'un qui sait apprécier, je dirais, les douceurs de la vie quotidienne, sans s'embarrasser, bien sûr, de constructions culinaires très sophistiquées. Les constructions culinaires très sophistiquées, c'était le début de cette période où elles arrivaient sur les tables. Parce que dans votre livre, vous avez aussi parlé des livres de cuisine qui commencent à être répandus. Par exemple, Cuisinier royal et bourgeois de François Massialo, mais même dans l'encyclopédie. Oui, l'encyclopédie donne un certain nombre de définitions à propos de la gastrologie, comme disait le chevalier de Jaucourt, ou bien de la science de la gueule, ce qui est un peu moins poétique, mais c'est la définition reprise par l'encyclopédie. Et ils appelaient à une certaine mesure dans l'utilisation des produits naturels. Et surtout, ils conseillaient de ne pas les dénaturer à la suite de préparations trop compliquées, à la suite d'une surimposition en quelque sorte de goûts étrangers, d'épices qui viendraient détruire les qualités du produit naturel. Donc il y a une forme de révolution dans les cuisines et les salles à manger au XVIIIe. Oui, on peut dire que celui qui va initier ce changement, c'est le régent, c'est le duc d'Orléans qui va être le premier à se mettre au fourneau en quelque sorte. Et il va être suivi d'ailleurs par des personnages qui lui sont proches, le cardinal Dubois par exemple. Et c'est une époque où, alors que les cuisines jusqu'à présent étaient considérées comme un lieu réservé aux femmes et très éloigné en tous les cas des endroits d'apparat, eh bien, on va faire visiter sa cuisine, on va faire admirer la vaisselle d'argent, un peu comme on le faisait à la Renaissance quand on mettait tous ces magnifiques plats sur les dressoirs. Et ça fait partie des visites en quelque sorte obligatoires des commensaux avant que ceux-ci ne s'installent. Et Jean-Jacques Rousseau, lui, participe à cette mode, mais en fait, plutôt dans la simplicité.
Oui, il y participe, je dirais, non pas comme étant un successeur de la Régence, mais tout simplement parce que son goût pour les produits naturels va l'amener évidemment à reconsidérer, on l'a vu tout à l'heure, donc la science gastronomique en quelque sorte. Alors finalement, Rousseau dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il apprécie à table et qu'est-ce qu'il offre à ses convives ? En général, on s'aperçoit que souvent il offre 2 ou 3 plats possibles. L'omelette au cerfeuil ? Ah oui, bien sûr, ça c'est incontournable. L'omelette aux pluches de cerfeuil, l'omelette c'est un plat d'ailleurs qu'on goûte dans les salons des Lumières. J'en profite pour dire que dans ces salons fort connus, on ne faisait pas un étalage de plats très élaboré. Oui, vous avez parfaitement raison. Je prends l'exemple dans le salon de Madame Geoffrin. En général, on avait le droit à une omelette. Je ne sais pas s'il y avait ou pas du cerfeuil. Puis ensuite, des épinards. Et puis, une volaille, un poulet. Puis c'est tout. Je veux dire que dans ces salons, on ne faisait pas véritablement ripaille comme on pouvait le faire quelques décennies plus tôt. Certes, dans l'hôtel de Lambert, là où, à Chenonceau, la cuisine devait être beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, quand il est à Chenonceau en 1747, Rousseau déclare qu'il a engraissé comme un moine. Parce que c'était une bonne maison dans plein de domaines à Chenonceau. Alors finalement, la diététique, selon la Nouvelle Héloïse et l'Émile, justement, qu'apprend-on ? Alors là, Rousseau, je dirais que c'est vrai dans l'ensemble de son œuvre, il s'affirme en théoricien, il est donc beaucoup plus rigide dans ses jugements, dans ses propos, et on peut dire qu'il veut avant tout que les produits, et ça on l'avait vu lors de notre précédente émission, il veut que les produits de la nature, de la saison soient respectés, donc pas de produits qui nous viennent de l'étranger, pas de production hors saison, garder le goût et non pas le peindre, comme il disait, pour ne plus qu'on perçoive ce qu'on est en train de déguster. Ça fait partie de son attention. Mais j'ajouterais peut-être une chose à propos de la nourriture et de l'éducation. Il veut qu'Émile gagne son pain, en quelque sorte. Et on le voit, par exemple, participer à une course. Et puisqu'il est vainqueur, il va pouvoir enfin manger la galette qui se trouve, n'est-ce pas, au bout de l'effort. C'est peut-être aussi quelque chose qui nous intéresse, nous, encore actuellement. Et avec une carrière d'enseignant, je ne peux que m'interroger sur la façon dont on gâche la nourriture, qu'on ne gagne pas, dans les cantines scolaires, par exemple. Et pas seulement là, mais enfin, puisqu'on parle d'éducation, je crois que c'est assez à propos d'évoquer donc ce respect de la nourriture. Bon, le mot respect peut-être pas tout à fait choisi, puisque c'est pas en ce sens que Rousseau en parle, mais en tous les cas, la volonté de montrer que derrière tous ces repas fastueux, il y a les bras de milliers de personnes et qui peut-être ont payé de leur santé, c'est ce qu'il dit, ont payé de leur santé donc l'approvisionnement de ces tables luxueuses. Oui, c'est une forme de morale. Oui, là encore, on peut faire un rapide passage vers le XXIe siècle et penser à tous ces produits qui nous viennent par avion et qui sont hors saison, qui parfois même vont à l'encontre de l'économie locale. Oui, parce qu'ils nuisent à l'économie vivrière. Absolument. Donc, sans faire de Rousseau un prophète, un philosophe n'est pas un prophète de toute façon, on peut dire quand même que l'actualité de Rousseau est toujours présente à notre esprit et il n'est pas difficile pour un pédagogue de faire les ponts entre les propos de Rousseau sur la nourriture, et ça intéresse tout le monde, la nourriture, et sur notre façon, en tous les cas, de la considérer. Alors, je voudrais que vous m'éclairiez ma lanterne, parce que dans votre livre, vous parlez dans les exemples simples d'une table à 12 couverts à dîner, par exemple. Premier service, il y a 2, 4, 6 plats. Second service, 2, 4, 6 plats. Troisième, idem. Quatrième, idem. En fait, comment est-ce que ça se passait ? C'est pas possible que tout soit présenté ou... Oui, tout est présenté. À chaque service, on apporte tous les plats. Et ensuite, chaque convive va se servir du plat qu'il a envie de goûter. Donc, on va pas tout manger. Et c'est vrai que lorsqu'on lit les menus qui apparaissent à ce moment-là au milieu ce sont des buffets avec, voilà, évidemment, tout ce qui peut en rester après le passage des invités. Oui, mais c'est une vraie économie parallèle qui se déroule en background, je dirais. Il y a d'abord les seigneurs de moindre importance qui vont profiter des reliefs, et puis à la fin, on va même vendre sur le marché, en quelque sorte, les reliefs de ces repas somptueux. Donc ça, c'était un service à la française et non pas un service à la russe. Là, c'est le service à la française, sur un décor qui ressemble plus à un décor de jardin qu'à une table telle qu'on la conçoit de nos jours. Donc, il y a des bassins, sur cette grande table, il y a des chemins ensablés, il y a des bosquets, des colonnades, des fontaines. On est véritablement dans un décor, la plupart du temps à la française d'ailleurs, mais lui aussi va évoluer d'ailleurs. Le décor va évoluer. Alors, on n'aura pas forcément une table avec un jardin à l'anglaise, mais on s'en va quand même vers un peu plus
de volonté de surprendre. Et je crois que là aussi, ce qui nous rapproche de Rousseau, c'est cette notion de surprendre, et aussi la notion de petit, de confortable, de douillet, qui s'oppose à la majesté, qui s'oppose même dans le mobilier, à ces sièges, n'est-ce pas, qui sont 10 cm au-dessus que les fauteuils Louis XV, par exemple, pour ne parler que de mobilier. C'est la vie quotidienne elle-même qui est modifiée pour cette période, et bien sûr, les perceptions qu'on en a, je parle là des sensations qu'on en a, c'est-à-dire les odeurs, les parfums, les saveurs, etc., ont été aussi beaucoup plus, je dirais, appréciées, étudiées, en tous les cas, pour ce qu'elles avaient comme retentissement sur nos idées, sur nos pensées. Il ne faut pas oublier que Rousseau est assez proche de Condillac. Condillac, c'est le frère cadet de M. de Bably, chez qui Rousseau avait fait ses premiers pas de précepteur. Proche également de Locke, c'est une évidence, mais on ne peut pas, lorsqu'on parle de gastronomie, oublier tout cet aspect-là. Et l'odorat, entre autres, il parle de l'odorat non seulement pour apprécier, donc pour nous, gourmets du 21e, n'oublions pas de mettre le couvert, c'est-à-dire de mettre la cloche sur les plats, et puis ensuite de soulever ce couvert pour sentir. N'hésitez pas à mettre le nez dans l'assiette, en quelque sorte. Et Rousseau vante jusqu'aux sauvages du Canada, qui ont développé un odorat tel qu'ils n'ont même pas besoin de chiens de chasse. Et Lee Fauquémile développe lui aussi son odorat. C'est essentiel, d'autant plus qu'un enfant n'en a pas au début. La richesse de l'odorat se fait parce que petit à petit s'accumulent les sensations et que son imagination va lui permettre de fixer. Mais je comprends bien que ça s'est développé comme ça sous forme de buffet, mais est-ce que Rousseau a connu le service à la Russe, lui ? Non, il n'a pas connu le service à la Russe. D'abord, qu'est-ce que c'est que le service à la Russe ? C'est le service sur assiette. Oui, comme ça, traditionnel, ce à quoi nous sommes habitués maintenant. Absolument. Voilà. Ce qui va changer quand même aussi, c'est la façon dont on va consommer le vin. Dans le service à la française traditionnelle, les verres ne sont pas sur la table. Il faut donc lever la main, appeler le chanson, en tous les cas le laquais qui est chargé d'approvisionner. Et alors ça, Rousseau trouve ça absolument insupportable. En plus, parfois, on achète même son vin. C'est une tradition qu'on ne connaissait pas. Et il trouve que ces vins sont beaucoup plus détestables que ceux qu'il aurait pu lui-même acheter. Donc, il ne supporte pas de demander à chaque fois à boire et de voir ensuite son verre repartir vers les bahuts ou les dressoirs. Quand vous parlez d'assiettes, je sais qu'à Chailly, vous avez aussi des collections Jean-Jacques Rousseau, collections d'assiettes Jean-Jacques Rousseau qui sont décorées à l'effigie de Jean-Jacques Rousseau. Alors parfois, c'est pas d'un goût exquis, mais c'est toujours intéressant de voir à quel point l'immense célébrité de Jean-Jacques Rousseau s'attache à plein de menus objets. Absolument. On est exactement dans le cadre des objets dérivés tels qu'on les trouve actuellement dans les clubs de football. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'écharpes ou de maillots, mais là, à l'époque, il s'agit de boîtes à pilules, de cartes à jouer, de marionnettes, d'assiettes. On va trouver Rousseau décliné sous toutes ses formes, de médailles et j'en passe. Et effectivement, celui qui a réussi cette gageure de réunir une multiplicité de formes, c'est Fernand de Girardin, donc l'arrière-petit-fils du marquis de Girardin, et Fernand de Girardin qui, comme vous le savez, par donation, a offert sa collection à l'Institut de France, qu'il a installé donc à l'Abbaye royale de Chailly, où elle va donc connaître une nouvelle vie bientôt, puisque nous refaisons actuellement toute la scénographie de cet espace Rousseau. Le premier restaurant où l'on servait à toute heure de la nourriture sur les tables individuelles a été ouvert à Paris en 1765 par Boulanger, surnommé Champ d'Oiseau. Y avait-il d'autres cafés ? Le café Procope peut-être, où on servait du thé, du chocolat ? Oui, c'était un café d'ailleurs somptueux. La décoration était celle qu'on peut trouver dans un château plus que dans un estaminet. Alors Procope, bien qu'il n'est pas loin, n'est-ce pas, de l'endroit où nous nous trouvons actuellement, c'est le successeur d'un Arménien, un certain Pascal, qui serait arrivé donc à Paris et qui aurait créé le premier café. En réalité, on peut penser que c'est plutôt un phénomène de mode, un sultan, donc Mohamed IV, qui s'installe à Paris, qui fait découvrir, n'est-ce pas, à la cour le café. Et petit à petit, derrière évidemment cette mode qui naît, eh bien, vont s'installer les commerçants, les marchands du temple, et qui sont en général des Arméniens. Alors c'est pas sans intérêt quand on sait que Rousseau va, à un moment de sa vie, adopter l'habit d'Arménien. Donc l'habit d'Arménien, c'est l'habit de marchand de café, en quelque sorte. Rousseau adore le café. Bernardin de Saint-Pierre, qui lui rendait assez souvent visite à la fin de sa vie et avec qui il allait herboriser, disait avoir entendu Rousseau dire qu'à chaque fois que quelqu'un grillait du café dans son immeuble, il ouvrait toutes les portes pour essayer évidemment d'en sentir le plus possible, alors que les autres locataires en général fermaient les portes ou les fenêtres. Rousseau faisait griller son café, et là chaque personne faisait son petit café à sa propre mode.
Ça pourrait un peu étonner peut-être les consommateurs actuels, puisque donc on faisait griller en général que la quantité qu'on allait consommer, ce qui est une excellente chose. On le redisait en poudre et on le jetait dans de l'eau bouillante. Mais surtout, on attendait que le bouillon retombe et on faisait comme ça 6, 7, 8 bouillons successifs jusqu'à 12 bouillons successifs. Café bouillu, n'est-ce pas, dit un proverbe picard, café foutu, c'était pas le cas à cette époque. Mais pour l'avoir essayé, c'est pas la même boisson. Mais ça n'est pas quelque chose d'insipide ni d'infect. Donc une fois que les bouillons réglementaires ont été opérés, on pouvait goûter au café. Et on y goûtait également en buvant du vin. Assez souvent, Rousseau dit, c'est un peu l'histoire du pain et du fromage. Il reste du café, on va reprendre du vin. Il reste du vin, on va reprendre du café. Et le chocolat ? Alors le chocolat, Rousseau aussi est un amateur de chocolat. Comme pour le café, on le faisait chez soi. Donc on achetait les fèves, on les broyait, on les écrasait sur une plaque métallique qui avait été au préalablement chauffée. On avait une espèce de gros rouleau à pâtisserie qui servait à écraser ces fèves. Et puis à la fin, on mélangeait avec du sucre par exemple, mais aussi on faisait des cafés parfumés en ajoutant de la vanille, en ajoutant de l'ambre. Et on dégustait donc ces chocolats dans les mêmes lieux en général qu'on appréciait le café ou le thé. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter Jean-Jacques Rousseau dans son assiette. Et vous nous avez effectivement donné envie de déguster votre livre et certaines recettes. Je vois qu'il y a des matelotes qui sont aussi très appréciées par Jean-Jacques Rousseau. Il faut dire qu'il aime aussi les poissons d'étang, les poissons de lac. Il a des projets quand il est à l'île de Saint-Pierre. Ces projets, d'abord, il les met en application tout de suite puisqu'il va à la pêche. Il adore évidemment les longues promenades sur les eaux calmes. Le marquis de Girardin l'appelait notre amiral d'eau douce. Et puis, il avait un autre projet d'élevage. Par exemple, il avait prévu notre petit îlot à côté de l'île de Saint-Pierre. Il allait élever des lapins. Et puis, n'oubliez pas aussi quel est l'idéal pour Rousseau. C'est une petite maison blanche avec un toit de tuiles, avec autour une basse-cour, avec des fruits qu'il ouvrirait à tout le monde. Donc, on a à la fois le contenant et le contenu. Au revoir, Jean-Marc Vasseur. Au revoir.